Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Gabon 24 et Gabon Télévision, bonsoir. Merci pour votre fidélité et merci également de nous recevoir chez vous dans le cadre de ce plateau conjoint, puisqu'à mes côtés, j'ai Marielle Biogou. Marielle, bonsoir. Bonsoir, Martial. Alors, Marielle, le 16 octobre dernier, le gouvernement de la République, dans le cadre de la deuxième phase d'allègement des mesures restrictives, annonçait donc des mesures allégées, parmi lesquelles le couvre-feu, jadis de 20h à 5h du matin, passe désormais de 22h à 5h du matin. Les rassemblements passent de 10 à 30 personnes et puis bien sûr la réouverture des lieux de culte fixée au 30 octobre 2020. Et qui mieux placé pour en parler que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et également ministre du culte, Monsieur Lambert Noël Mata. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Alors Bonsoir. Nous lisions à mes côtés Marielle Biogou. Marielle, pour la première question. Merci Martial. Monsieur le ministre d'État, merci de nous recevoir. Alors, c'est vrai que Martial a essayé de passer en revue certaines mesures, mais peut-être pour commencer, pouvez-vous rappeler les mesures restrictives qui avaient été prises à l'entame de l'épidémie et quels sont les allègements qu'elles ont pu connaître le 16 octobre dernier? Écoutez, madame, vous avez annoncé donc le ton. Mon intervention de ce jour n'est pas une opération de communication, mais plutôt une opération de pédagogie. En cela, vous permettez que je puisse rappeler aux uns et aux autres que les mesures qui ont été édictées et mises en œuvre par le gouvernement sur les hautes instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, depuis la pandémie la survenue de cette pandémie, de la Covid-19, ont été toutes dictées par le principe de précaution. Ces mesures sont caractérisées par des restrictions de libertés individuelles et collectives, ce qui est l'illustration de l'état d'urgence dans lequel nous vivons depuis avril 2020, donc un état d'urgence qui se prolonge à ce jour. Et au nombre de ces restrictions, il y a naturellement la restriction de circulation de personnes, d'abord qui s'est traduite par le confinement du Grand Libreville et le confinement de l'intérieur du pays, avec l'interdiction de circulation dans les différents arrondissements de Libreville, de Wendo, d'Akanda et de Ntoum, l'interdiction de la circulation interprovinciale, la fermeture des frontières aériennes, maritimes, terrestres, la fermeture des établissements scolaires, des commerces, des lieux de culte, l'interdiction de rassemblement, malgré la limitation à 10, l'interdiction donc des rassemblements de tout type, que ce soit de type politique, culturel, sportif ou religieux. À cela, s'est ajouté des mesures participant du protocole sanitaire, à savoir le port obligatoire du masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique ou le lavage de mains, l'observation, la distance physique, tout ceci sous le vocable de mesures barrières. Voici donc les mesures, de manière succincte, les mesures qui ont été prises en avril 2020 et des mesures qui connaissent des assouplissements au fur et à mesure que les autorités politiques, au plus haut point, se rendent compte de l'évolution en termes positifs de la résistance de notre pays par rapport à cette pandémie de la Covid-19. Donc, si vous permettez, en ce qui concerne le département de l'Intérieur, auquel je pourrais ajouter le ministère également de la Défense, c'est l'aspect sécuritaire pour lequel nous sommes tous concernés, ce département est le mien, il y a la restriction de la circulation des personnes. Celle-ci, en avril 2020, s'illustrait par le confinement total du Grand Libreville et le reste du pays, par la fermeture totale des frontières maritimes, aériennes et terrestres, par la fermeture, comme je l'ai dit, de commerces et un certain nombre d'établissements, mais avec un assouplissement des dérogations pour ce qui est du transport des produits vivriers, gaziers, pharmaceutiques et pétroliers, parce qu'il faut que l'économie du pays continue à fonctionner. Mais également, il y a eu une prise en compte des cas de détresse
cas de maladie, de femmes qui devaient aller accoucher ou de décès pour permettre de pouvoir se rendre dans une maison de pompe funèbre. Il y a donc eu une première phase d'allègement en juillet 2020 et la toute dernière intervenue le 16 octobre 2020. Justement, Monsieur le ministre, pour cette deuxième phase d'allègement, vous avez maintenu le couvre-feu de 22h à 5h. Pourquoi maintenir le couvre-feu de nuit quand on sait que les activités relatives à la nuit sont totalement à l'arrêt, notamment les débits de boissons? Alors, l'objectif poursuivi par le gouvernement, c'est qu'il y ait moins de mouvements possibles pour éviter de propager ou de continuer à propager cette pandémie. C'est vrai que les établissements comme les débits de boissons, comme les bars, les snack bars ou les boîtes de nuit, qui reçoivent énormément donc, de public, et ce qui s'y passe peut amener à un relâchement en ce qui concerne l'observation des mesures barrières, notamment le port du masque. Ou alors, il est difficile au sein de ces établissements de pouvoir observer la distance physique qui est de mise. Mais le comportement de nos compatriotes, également, dans le respect de certaines mesures, a amené le gouvernement à assouplir le couvre-feu, qui est passé de 18h à 6h du matin, de 20h à 5h du matin, et désormais de 22h à 5h du matin. Donc, il y a une frange moins importante de personnes qui se déplacent dans cette plage horaire, entendu que l'État devant continuer à fonctionner, les entreprises devant continuer à fonctionner, il y a des laissez-passer, des autorisations spéciales qui sont accordées à cela, ce qu'on appelle les services essentiels, services liés à la consommation, donc à l'approvisionnement, les services médicaux, les services techniques comme ceux de l'eau et de l'électricité, un certain nombre de services qui ont été listés, qui bénéficient à ce jour de ce sésame pour pouvoir circuler, pour faire en sorte que la vie soit moins pénible. Alors vous parliez justement de ces sésames, ces laissez-passer. Semble-t-il, le ministère annonçait que les anciens laissez-passer n'allaient plus avoir cours et que votre ministère délivrerait d'autres. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Et puis au niveau de la restriction, la circulation de nuit notamment, comment est-ce que les autorités réagissent, en l'occurrence lorsqu'il y a un cas de maladie, puisqu'il n'y a pas, on ne peut pas prévoir la maladie, il n'y a pas d'autorisation à ce niveau-là? J'indiquais que les cas de détresse sont d'office pris en compte. La maladie, elle ne prévient pas. La détresse également. Une dame qui doit aller accoucher, ça peut se faire de jour comme de nuit. Donc ces cas font partie de la strate qui bénéficie de dérogations. On n'a pas besoin de laisser passer pour pouvoir se soigner, pour aller à la pharmacie ou pour pouvoir aller dans une morgue, ainsi de suite. Donc ça, d'emblée, on n'a pas besoin de laisser passer. Mais les services qui continuent à fonctionner, donc qui travaillent à flux tendu continu, bénéficient de laisser passer. Il a été mis en place une plateforme que nous continuons à peaufiner, qui va intéresser tous les services qui fonctionnent entre 22h et 5h du matin. Nous avons voulu alléger la procédure en faisant en sorte que nous responsabilisons plus les entreprises et les services, de sorte qu'il y a une plateforme qui existe, www.formulecovid.ga, qui va fonctionner dans quelques jours. Cela consiste en quoi? L'entreprise fait donc une requête, et donc la requête est validée. L'attitude est réservée à cette entreprise de pouvoir délivrer des laissez-passer individualisés à ceux de son personnel qui doivent travailler pendant cette tranche de 22h à 5h du matin. Et les forces de défense et de sécurité qui sont commis au contrôle donc, de différents checkpoints vont bénéficier de smartphones qui leur permettront de pouvoir scanner et de lire pour s'assurer que le bénéficiaire de ce laissez-passer individuel est bien le porteur de ce laissez-passer. Monsieur le ministre d'État, est-ce que tous les agents déployés sur le terrain ont des smartphones déjà pour le contrôle de cette plateforme-là? Si nous avons décidé que la lecture se fera par les plateformes, c'est que nous avons pris des dispositions en amont et vous verrez que dans quelques jours, les différents agents de forces de défense et de sécurité qui sont commis dans les différents checkpoints
seront pourvus de smartphones. Vu que la date butoir est passée, le 30, tant que ce dispositif n'est pas prêt, on peut circuler encore. Tant que ce dispositif n'est pas prêt, Voilà. tous les laissez-passer dérivés antérieurement restent valables. Et justement, en parlant de ces forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur la voie publique, on le remarque avec le contrôle des bavettes à l'intérieur des transports publics ou même des véhicules particuliers. On se pose la question, ou du moins les Gabonais se posent la question, Monsieur le ministre, aucun agent n'est déployé au marché de Montbouette, par exemple, pour surveiller le port de la bavette. Mais pourquoi surveiller le port de la bavette dans un taxi alors qu'on aurait pu être contaminé au marché de Montbouette? Mon collègue de la santé vous fera une analyse sur les espaces ouverts et les espaces clos. Il est avéré que les endroits clos ont un degré de dangerosité plus élevé que les espaces ouverts. C'est pour ça d'ailleurs que dès avril 2020, les marchés n'ont pas été compris dans les établissements qui ont subi une fermeture. Non seulement parce qu'il faut continuer à s'alimenter, mais parce que jusqu'à ce jour, aucune étude n'a prouvé que les marchés peuvent être des vecteurs de contamination, même si je ne suis pas cela. Si. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être contaminé en allant marcher. Je veux dire que le risque est moindre. Les populations s'interrogent toujours par rapport à toute l'affluence qu'il y a effectivement dans les marchés, ce qui va nous emmener à parler justement de la réouverture des lieux de culte, toujours astreint ces lieux de culte à 30 personnes au maximum. Comment ça va se passer? Alors, je voudrais rebondir sur la question en ce qui concerne les marchés. Oui. Le port du masque est rendu obligatoire pour chacun d'entre nous. Ceux qui se rendent au marché ne sont pas dispensés de cette obligation. Aussi bien le vendeur que l'acheteur. Y compris des autres mesures qui sont de mise, à savoir la distanciation physique, à savoir l'utilisation du gel. Donc, le fait qu'on se rende au marché ne dispense pas ceux qui s'y rendent ou ceux qui exercent cette activité commerciale du port obligatoire du masque. Qu'est-ce qu'ils risquent en cas de non-port? Il risque des sanctions en termes de pécuniaires ou carrément la fermeture pure et simple de leur commerce. Mais comment ils peuvent être sanctionnés, Monsieur le ministre d'État, si les agents ne vont pas contrôler à l'intérieur même des marchés? Le contrôle au sein de ces espaces commerciaux relève d'abord la police municipale, pour laquelle les forces de sécurité et de défense viennent en appoint. C'est vous qui le dites, mais nous recevons, mon collègue à la défense et moi, des rapports journaliers qui indiquent que les différentes ou alors ceux qui commettent des délits sont sanctionnés. C'est-à-dire que peut-être que nous ne rendions pas public la liste de ceux-là qui sont frappés régulièrement, mais peut-être que pour faire des exemples, nous serons amenés à vous les communiquer. Venons-en, nous en parlions tout à l'heure, à la réouverture des lieux de culte, telle qu'édictée par le gouvernement et prévue pour le 30 octobre. Donc ça y est, c'est fait. La communauté musulmane a ouvert donc le vendredi dernier. On vous a vu sur le terrain avec votre collègue de la santé. Quelle est votre appréciation générale par rapport à... Je dois dire d'entrée que la réouverture des lieux de culte est une des conséquences de l'assouplissement concernant la mesure sur la limitation du nombre de personnes en ce qui concerne les rassemblements. Cette mesure a connu un assouplissement. La limitation a été portée, le nombre a été porté de 10 à 30. Et que cela amène la reprise d'un certain nombre d'activités, notamment sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan, on va dire, même privé. Et les églises font partie de ceux qui ont bénéficié donc, de cet assouplissement. Mon collègue et moi avions été à l'ouverture du culte à la mosquée Hassan II, non pas en inquisiteur, mais plutôt pour nous rendre compte de l'observation du protocole sanitaire qui concerne les lieux de culte. À savoir, à l'entrée, les dispositifs en ce qui concerne le lavage de mains ou la présence des gels hydroalcooliques. À l'intérieur, pour savoir si le marquage est bien visible. Et enfin, nous nous sommes rendus compte qu'à l'intérieur de la mosquée, il y avait
30 fidèles qui s'y trouvaient. Donc pour nous, on peut penser que, en ce qui concerne cet ordre religieux, l'observation des mesures édictées par le gouvernement est stricte. Monsieur le ministre d'État, pourquoi maintenir, pourquoi rendre obligatoire forcément le rassemblement dans les lieux de culte à 30 personnes uniquement, alors qu'on sait que les leaders religieux, vous avez par exemple fait la proposition d'une répartition des sièges au mètre carré. Vous venez de citer la mosquée Hassan II qui est très spacieuse. Ils auraient pu avoir 50 fidèles et respecter la distanciation sociale. Pourquoi maintenir ces mesures rigides? J'aurais pu indiquer qu'en ce qui concerne le secteur religieux, une commission avait été mise en place regroupant certains membres du gouvernement, les leaders, les comités religieuses et le COPIL. Et au nombre de recommandations qui avaient été faites, il y a la visite des lieux de culte. Sans cela, comme mon collègue de la santé et moi-même avons visité un certain nombre de lieux de culte dans le Grand Libreville, et que cette mission devrait se poursuivre à l'intérieur du pays. Cette mission a été conduite par les gouverneurs de province, les différents représentants des leaders religieux sur place et les membres des comités techniques provinciaux. Il aurait été judicieux que nous attendions le retour du terrain pour que la commission se réunisse pour faire une évaluation à partir des éléments donc revenant du terrain. Mais avant que cette commission n'ait pu se réunir, puisque les visites se poursuivaient à l'intérieur du pays, il y a eu quelques voix discordantes qui ont appelé à l'ouverture des lieux de culte le 27 septembre, le 25 octobre, toutes choses qui ont semblé brouiller la communication, donc les échanges au sein de cette commission. Toutes choses qui ont même donné de penser qu'il y avait bras de fer entre le gouvernement et les leaders religieux. Je profite de l'opportunité que vous offrez pour répéter, et je suis constant là-dessus, Madame la Première ministre l'a dit, le chef de l'État également, il n'y a pas conflit entre l'État et l'Église. Il n'y a aucune volonté de museler les ordres religieux, il n'y a aucune volonté de réduire au silence les communautés religieuses. Ceci étant, ce qui s'est produit dimanche peut être considéré comme une péripétie, entendu que lorsque le gouvernement a annoncé ces mesures le 16 octobre dernier, avec effet le 30 octobre, il y avait 40 jours. On peut penser qu'à l'intérieur de cet intervalle, des contacts auraient été repris au sein de la commission qui avait été mise en place à l'effet de regarder les modalités de réouverture des lieux de culte pour discuter des modalités d'application de ces mesures. On pense à la... Et par rapport justement aux modalités d'application de ces mesures, vous avez été taxé, le gouvernement, de vous immiscer dans les procédures justement utilisées par certaines communautés religieuses, notamment l'Eucharistie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Notre pays est ouvert sur le monde. Les mesures qui sont édictées par le gouvernement gabonais sous les autres instructions du chef de l'État ne sont pas des mesures qui sont prises ex nihilo. Elles sont prises, premièrement, parce qu'elles sont guidées par le principe de précaution, mais elles sont prises par les enseignements que nous tirons de ce qui se passe à travers le monde. Il n'y a pas une volonté des pouvoirs publics à s'ingérer dans la conduite de la liturgie. Et c'est pour ça que nous sommes restés ouverts en fixant la date d'ouverture effective des activités culturelles, sportives et autres au 30 octobre. Nous avions 14 jours pour regarder ensemble les modalités d'application de ces mesures. Ce que a compris le chef de l'État qui nous a instruit de faire en sorte que nous revoyions un certain nombre de mesures, mais pas les mesures, mais les modalités d'application de ces mesures. Et cela conduit à quoi? À une latitude qui est laissée aux leaders religieux, aux différents responsables religieux dans la conduite de l'Eucharistie, notamment la communion, les offrandes, le paiement de la dîme. Mais... Encore problématique, le nombre de jours? Ces mesures, il faut qu'on le comprenne tous, qui sont prises ou qui sont allégées, le sont de manière progressive. Nous avons un seul baromètre, c'est l'état épidémiologique de notre pays par rapport à la pandémie. Il ne faut pas qu'on pense que la tendance baissière qui est observée est définitive. Elle peut être factice, elle peut être provisoire. Entendu qu'autour de nous, il y a une resurgence de la pandémie. Donc nous y allons prudemment. Si l'on constate que nous nous comportons bien,
et que cette tendance baissière est durable, il n'est pas impossible que nous allions vers un second, un troisième ou un quatrième assouplissement. Nous avons donc pensé, dans un premier temps, réserver un seul jour de culte et de célébration par ordre religieux. La communauté musulmane célèbre vendredi, les autres ordres religieux dimanche, mais nous avons été saisis par l'église adventiste du 7e jour qui nous a dit, eux, ce n'est ni vendredi ni dimanche, mais c'est samedi. Le gouvernement n'a pas trouvé à redire et a fait en sorte que cet ordre religieux également bénéficierait de ce jour qui est samedi. Il s'agit, mais en ce qui concerne du nombre de célébrations, il y a une ouverture qui a été faite. Celles-ci peuvent être faites une fois à condition que toutes les mesures prises soient respectées. Les mesures de distanciation physique, les mesures de désinfection des lieux de culte, les mesures de port de masque, l'interdiction des embrassades, ainsi de suite. Donc, ils peuvent, selon leur volonté, selon leur capacité, en un jour, organiser un certain nombre de célébrations. Cela ne l'est pas interdit. Monsieur le ministre d'État, il y a des missions conjointes qui seront déployées pour s'assurer du respect des mesures barrières dans certains lieux. Peut-être déjà nous indiquer les lieux qui sont concernés et quels seraient, en cas de délit, quelles seraient les peines encourues par les D'abord, ces visites seront inopinées. Nous ne pouvons pas dresser un calendrier. J'ai dit, je répète, qu'il ne s'agit pas d'inquisition. Il ne s'agit pas d'aller dicter aux uns et aux autres comment ils doivent conduire les célébrations, et ainsi de suite. Nous nous préoccupions, eux comme nous, du respect d'un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui le gage pour freiner la propagation de la pandémie de la Covid-19. Cela se fera et se fait en accord avec les différents leaders religieux. Monsieur le ministre, dans quel état d'esprit êtes-vous pour dimanche prochain? On a vu un tout petit peu le 25 dernier, dimanche dernier, la communauté chrétienne, catholique, pour ne pas la citer. Dieu merci, il n'y a pas eu de grands dommages. Êtes-vous confiant quant à l'organisation et la gestion des espaces par rapport au nombre de fidèles? Aviez-vous noté une reprise de culte entre le 26 et le 30? Non. On peut donc penser que cet élément est un épisode dans les relations entre les pouvoirs publics et l'Église. Et qu'en réalité, aussi bien l'Église que l'État, nous sortions grandis de cette épreuve où finalement la raison a triomphé. Et je dois d'ailleurs saluer ici le comportement de l'archevêque de Libreville qui a rendu public un document qui rappelle au respect strict des mesures édictées par le gouvernement, à commencer par le nombre de fidèles et les autres mesures qui concernent la distanciation physique, le port de masque. Donc en réalité, cet événement relève aujourd'hui du passé. Donc, il n'a pas eu une influence sur le cours de nos échanges avec les communautés religieuses. Monsieur le ministre d'État, peut-être l'occasion pour terminer de vous adresser aux populations gabonaises qui, elles, vous regardent et se posent encore beaucoup d'autres questions que nous n'aurons peut-être pas l'occasion d'aborder ici pour assurer les populations gabonaises. Écoutez, ce qui est important dans ce que nous faisons, ce n'est pas la sanction pour ceux-là qui ne respectent pas les mesures barrières. Ce qui est important pour nous, c'est l'appropriation par chacun et par tous des mesures édictées par le gouvernement, par les mécanismes devant freiner la propagation de cette pandémie. Et aussi inciter les uns et les autres à aller se faire dépister. En ce qui me concerne, dans le secteur religieux, je ne cesse à le rappeler aux différents responsables des communautés religieuses. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la levée de cette mesure du test de négativité à la Covid-19, la levée de cette mesure ne signifie pas qu'il s'agit d'un blanc-seing pour les fidèles de se rendre dans le lieu de culte sans le faire. Donc pour nous, les leaders religieux constituent un vecteur de communication, de sensibilisation à l'endroit des fidèles et des citoyens que nous sommes à se faire
dépister. Et que, en l'absence d'un vaccin, seules ces mesures peuvent préserver notre pays d'une propagation de cette pandémie aux conséquences incontrôlables. Donc, il s'agit pour moi ici, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, que cet exercice soit un exercice de pédagogie, que ces mesures qui ont été prises le sont pour le bien de chacun et de tous, en dépit du lourd tribut que nous payons tous. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, pour tous ces éclaircissements, Martial. Voilà, justement, et c'est sur cette invite que s'achève ce plateau conjoint Gabon 24, Gabon Télévision. Marielle, merci. Merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très prochainement.